Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. 1983, en Haute-Volta, Thomas Sankara est porté au pouvoir par un coup d'État avec le soutien d'une des populations les plus pauvres de la planète. Derrière une tenue de militaire et un discours marxisant, l'Afrique se découvre un chef d'État jeune, dynamique et innovant qui met ses idées avant-gardistes au service de ses concitoyens. Thomas Sankara rebaptise son pays le Burkina Faso, qui signifie littéralement le pays des hommes intègres. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme. L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. Peu à peu, Sankara sort le pays de la misère, parvient à l'autosuffisance alimentaire, mais se heurte à la France, qui veut garder le contrôle de ses anciennes colonies, et cherche par tous les moyens à éviter que les idées de Thomas Sankara ne se propagent dans l'ensemble de la région. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara est attaqué par ceux qui, au nord comme au sud de la planète, profitent financièrement d'une Afrique en retard. Il sera trahi par son plus proche collaborateur, Blaise Compaoré, soutenu par des puissances étrangères. Assassiné pour ses idées, Thomas Sankara est devenu pour la jeunesse africaine d'aujourd'hui le Tché africain. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Début des années 80, la Haute-Volta fait partie des anciennes colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest. Sans accès à la mer, recouvert au nord par le désert, le pays stagne dans la pauvreté. Le niveau de vie des Voltaïques est catastrophique. Considérés comme une main-d'œuvre à bon marché, ils sont conviés à venir travailler dans le pays voisin, la Côte d'Ivoire, véritable grenier africain, d'où la France tire la plupart de ses richesses tropicales. À travers une succession de gouvernements incompétents et corrompus, la Haute-Volta n'a pas évolué depuis son indépendance en 1960. Contrairement à la plupart des chefs d'État africains qui vident les maigres richesses de leur pays pour se remplir les poches, Sankara entreprend une série de mesures inédites sur le continent. Il commence par nettoyer le pouvoir de tous ses abus. Il baisse son salaire de chef d'État, celui des ministres, ainsi que des hauts fonctionnaires et remplace les Mercedes de fonction par des voitures plus modestes. Les membres du gouvernement voient tous leurs privilèges annulés. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe. Quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. La série de mesures entamées par Sankara change la face du pays. Pour créer un État plus juste, il se donne les coups des franches en s'appuyant sur un programme strict dans lequel les syndicats et partis d'opposition sont interdits. Il met fin à l'impôt colonial et remet en question le pouvoir féodal des chefs traditionnels sur les paysans.
Sous des apparences communistes, Sankara éduque la population à travers des slogans politiques et lui donne surtout l'occasion de participer à la construction du pays. Pour pérenniser les idées de la Révolution, les plus jeunes sont encadrés au sein du mouvement des pionniers. Les pionniers étaient la base de la Révolution. Donc c'est là où on retrouvait la jeunesse qui avait moins de 12 ans, qu'il fallait former idéologiquement et politiquement dès leur jeune âge, de telle sorte que quand ils vont devenir grands, qu'ils soient contre les idées néfastes, ce que nous appelons la voracité, l'égoïsme et l'égocentrisme. Et ils seront les acteurs purs de la révolution en ce moment. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pentades orgueilleuses, les hiboux au regard gluant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée. À bas, à bas, à bas. Merci camarades. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Et combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crime, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. 1984. Au bout d'une année de réformes fondamentales, une révolution culturelle est en marche. Sankara ne laisse pas les Africains indifférents. Il va plus loin et remet en question une société africaine où les hommes ont toujours dominé les femmes. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Il crée une véritable secousse, en étant un des premiers chefs d'État au monde à militer pour l'émancipation de la femme. Dans les établissements, comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal-là. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à un jour de son bac, elle fait un enfant, allez, renvoyé. Il y a eu vraiment une politique, ou du moins l'intention de faire une politique pour ramener la femme à un être humain dans la société traditionnelle au Burkina Faso, où certaines traditions sont encore très fortes, comme le mariage forcé, l'excision, et le fait que dans le couple, ce soit l'homme qui soit le commandant dans la famille. Toutes ces choses-là ont été remises en cause et il y a des pratiques vraiment rétrogrades qui ont été combattues. C'est à la faveur de la Révolution que nous avons
constaté des femmes engagées aux côtés des hommes avec l'avènement de la formation militaire, où on a vu beaucoup de femmes s'engager. Elles étaient à mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire, de manipuler une arme, de marcher au pas, de porter les mêmes tenues que les hommes. Je crois que c'est le premier chef d'État africain qui a donné des postes aux femmes, autres que ministre de la condition féminine. Il avait nommé ministre du plan, ministre du budget, et des femmes extrêmement compétentes. Il savait les trouver. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception. Au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché, aujourd'hui, c'est leur journée. Elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Se marrer, bon. Les hommes se plaisaient aussi. Et ils ont pu découvrir, puisque cela a amené certains hommes à connaître les réalités des prix sur le marché. Les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrie ou la mort. Contrairement aux autres chefs d'État qui ne tiennent pas leurs promesses, Sankara se met au travail. Il entreprend de grandes manœuvres pour sortir le pays de sa situation. Il faut loger, nourrir et soigner le peuple. Telles sont les priorités. À une époque où les maladies déciment les Africains, Sankara met en place l'opération Vaccination Commando, qui éradique la polio, la rougeole et la méningite. 2,5 millions de Burkinabés sont vaccinés en une semaine. L'Organisation mondiale de la santé, peu habituée à une telle réussite sur le continent africain, félicite Thomas Sankara. Dans le même élan, Thomas Sankara instaure le sport de masse qui invite chaque habitant à faire du sport une fois par semaine. Avec Blaise Compaoré, le numéro 2 du pouvoir, il n'hésite pas à montrer l'exemple. Les deux hommes participent à des séances de sport collectif avec des militaires, des fonctionnaires ou de simples villageois. Un esprit sain dans un corps sain. Avec l'appui des Burkinabés, Sankara entame une série de travaux colossaux. Au milieu des années 80, l'Afrique sort d'une des sécheresses les plus meurtrières de son histoire. Sankara est le premier président à sensibiliser ses concitoyens au problème de la désertification. Pour lutter contre ce fléau, il organise la plantation de plusieurs millions d'arbres pour stopper l'avancée du désert, une première sur le continent. Thomas Sankara était très soucieux de l'environnement et il a pris plusieurs initiatives qui visaient à lutter contre la désertification. Un exemple qu'on peut donner, c'est l'opération Un village, un bosquet. Il s'agissait au niveau de chaque village que les jeunes puissent réaliser un bosquet qui marquerait en même temps leur volonté, disons, d'arrêter, disons, la désertification, de créer le réflexe de reboiser partout où c'est possible, de manière à réduire, disons, les effets néfastes et développer d'une manière générale un réflexe de protection de l'environnement. Dans les villes où la population s'abritait dans des taudis, Thomas Sankara lance la construction de logements sociaux et réhabilite les autres quartiers. Il faut aussi aider économiquement la campagne. Alors qu'il est toujours difficile de se déplacer sur un continent où les populations rurales sont oubliées, Sankara désenclave toutes les régions du pays via des projets de routes et de chemins de fer. Il lance ce qu'il dénomme la bataille du rail.
la construction d'une ligne qui doit relier Ouagadougou aux mines de manganèse situées au nord du pays à plusieurs centaines de kilomètres. C'est un travail titanesque et le soutien de la coopération se fait attendre. Pour Sankara, c'est l'occasion donnée aux Burkinabés de retrousser les manches. Il n'est plus question de laisser les entreprises étrangères construire le pays. Nous n'avions pas d'argent à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous avions les bras valides, nous avons toute la population qui s'est engagée. Et puis bon, les gens ont posé à main nue et les différents rails. Et c'est comme ça qu'on a fait un certain nombre de kilomètres. Sankara est persuadé qu'il faut utiliser prioritairement les ressources du pays afin de ne plus dépendre des importations. Les projets de Sankara, c'était essentiellement de rendre le Burkina un peu autonome, de lui redonner une forme d'autonomie. Donc, il a appris à ses compatriotes et à l'ensemble des Africains à utiliser les produits du cru, les produits du pays. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Nous devons mettre de côté ces aides par notre grande production. Il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne à manger vous dicte également ses volontés. Ne consommons que ce que nous contrôlons. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme, n'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. 1700 kilos de blé par hectare, c'est la moyenne de la région, c'est la moyenne sahélienne de la région, donc en Afrique. Eh bien, en 86 déjà, le Burkina, par hectare, dépassait les 3800, 3900 kilos de blé par hectare. Donc, en Afrique, une réforme agraire, je veux dire, qui a impliqué un changement de propriété, les maîtres de la terre perdaient leur pouvoir, l'impôt de captation qui disparaissait et l'engrais qui arrivait, l'irrigation qui arrivait, une efficacité. Il a vaincu la faim, il a fait que le Burkina, en 4 ans, est devenu alimentairement autosuffisant. Donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et tout à fait remarquable. Il y a un camarade là, où est le camp délégué? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec c'est bien cousu là, Levis. C'est bien. Mais ça c'est américain, vous voyez même c'est marqué en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Comment on va faire? L'autre là-bas qui est venu poser la question là. Harvard. Prime quoi? Ouais, formaldéhyde. Formaldéhyde, voilà. Mais ça veut dire quoi? Mais ici à Kayala, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Pour relancer la production du coton local, il lance la mode du faso d'Anfani, habit traditionnel que tout fonctionnaire de l'État a le devoir de porter. Il y avait eu donc cette politique-là qui exigeait que les fonctionnaires de l'État consomment burkinabé et que les gens dans les services soient habillés par ces tenues-là qui sont donc faites à base du coton, teints par des artisans burkinabés, tissés par des artisans burkinabés, cousus par des artisans burkinabés. Ce qui se passait, c'est que la plupart des gens allaient au service en tenue occidentale, hein, mais avaient dans un sachet cette tenue traditionnelle-là.
Parce qu'il est bien connu que Thomas Sankara faisait des visites impromptues dans les ministères et les services. Et lorsque le bruit courait dans les couloirs que Sankara était là, tout le monde mettait très très vite cette tenue-là. Et donc cette tenue-là s'appelait Sankara arrive. Avec John Jerry Rawlings, président révolutionnaire du Ghana voisin, avec qui il partage les mêmes aspirations pour l'Afrique. If I may say one thing about Thomas Sankara, he was a very En 1983, alors que Sankara est à peine arrivé au pouvoir, le sommet de Vittel réunit le président François Mitterrand et des chefs d'État de pays africains dont la majorité a été décolonisée au début des années 60. Certains se sentent bousculés par leur propre population, qui commence à adhérer aux idées de la révolution burkinabé, comme Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, à la solde de la France. La plupart des chefs d'État présents à Vittel sont à la tête de leur pays depuis plus de 20 ans et tiennent allégeance à l'ancienne métropole. La politique africaine de la France, nous la trouvons très française. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle ressemble aux autres politiques françaises. Hier, la France était dans tel ou tel pays d'Afrique pour soit maintenir un chef, un dirigeant, un ratelé, soit pour débarquer d'une caravelle, un autre que l'on emportait avec soi. Aujourd'hui encore, la France procède ainsi. Pour Sankara, Vittel est l'occasion de se frotter à une alliance qu'il considère de néocolonialiste. Vittel servait, pour utiliser un langage imagé,